Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube Renaissance africaine. J'ai plutôt un dispositif un peu différent de ce que j'avais pour la plupart des cas où je marche dans la nature. Aujourd'hui, je vais me pencher sur le Congo et surtout évaluer la responsabilité de feu Mobutu Sese Seko en ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Et juste un peu d'historique. Je le dis toujours, je ne suis pas historien, je ne suis pas géopolitique, mais j'étais un peu âgé pendant le règne de Mobutu. Je suis en fait né pendant le règne de Mobutu. Vous voyez donc, le gars a dirigé le Zaïre, ce qui est le nom du Congo du temps, pendant les années 71 jusqu'en 1997. Et j'étais né en 75, alors j'avais 20 peut-être 22 ans comme ça lorsqu'il est parti. Et toujours un peu d'historique, il a pris le pouvoir après un coup d'État contre, je crois, Joseph Kasavubu, qui avait des difficultés à gérer la majorité des rébellions, disons un désordre politique qui régnait après la mort de Lumumba. Lui-même tué probablement ou assassiné avec complicité de l'Occident parce que il allait faire des liens avec l'Union soviétique. Et c'était donc dans les années 80, disons 66, 65, comme ça, du moins à la tête, à la hauteur de la deuxième, de la guerre froide. Alors il y avait toujours cet antagonisme entre l'Union soviétique et les Américains, mais l'Occident en général. Alors, lorsque Mobutu est venu au pouvoir, il a instauré un système que souvent les gens appellent Mobutisme, qui est une sorte d'anarchisme, si vous voulez, politique, où les militaires ne sont pas payés, entraînés, les policiers ne sont pas payés, les enseignants ne sont pas payés, personne n'est payé par la fonction publique. Il y avait en fait au Zaïre cet article 15, je ne sais pas si c'est de la Constitution ou de quelle sorte de législation, mais c'était que donc vous devez vous débrouiller. Donc tout Congolais était appelé à se débrouiller dans son petit coin. Alors les enseignants collectaient des biens et de l'argent à du moins de leurs élèves. Les policiers pillaient ou demandaient des points de vin dans leur coin. Les gens en charge de minerais se payaient dans ces minerais là-bas. Et cet anarchisme, cette anarchie sociopolitique s'est répandue durant le règne de Mobutu au point que peut-être l'armée, les citoyens ont perdu ce sens du patriotisme qui unit la majorité des citoyens. Alors tout le monde était demandé de faire son mieux dans son coin d'une manière ou d'une autre. Et je crois que c'était dans les années 90 peut-être le pays le plus corrompu du monde, si vous me demandez. Il y avait toutes sortes de manigances pour euh, gagner de l'argent en fait. Et la monnaie zaïroise a perdu sa valeur. C'était comme du papier du temps des 90. Je me souviens très bien, j'étais adolescent. On avait toujours une pile de billets pour montrer que nous sommes riches, de millionnaires zaïrois. Mais il a aussi pillé le pays. Il s'est enrichi jusqu'à là-dedans. Je ne sais pas combien de milliards d'argent qu'il avait pillé, construit ou bâti des maisons en Europe, dans les banques suisses. Je crois que quelques sommes d'argent n'ont jamais été récupérées puisque c'était partout dans le monde. Mais c'est cette anarchie, ce genre de désordre, ce manque de patriotisme qu'il a cultivé parmi les Congolais, qui a donc dégénéré en cette situation que nous voyons maintenant, où n'importe qui peut former une armée dans 2 ou 3 mois et marcher jusqu'à Kinshasa sans aucune opposition, puisque les militaires, les policiers, n'importe qui n'ont pas seulement d'éducation civique pour défendre le pays, ils n'ont pas probablement de matériel moderne pour faire face, du moins à une armée moderne.
ils ne sont pas payés assez pour risquer leur vie pour un combat qu'ils puissent éviter. Et c'est vraiment très, 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 je dirais très précaire si vous me demandez. Mais alors, le monétisme aussi est cette sorte de philosophie où vous devez vous montrer plus grand que vous êtes. Alors, un Zaïrois digne de son nom, du moins du temps du Zaïre, il devrait être vêtu très proprement, on appelle ça la sape, et pour montrer que voilà, je suis riche avec une chaussure pointue et je suis fort aussi. Et c'est ce que Mobutu a dû me démontrer. Et on croyait du temps des 88, 90, peut-être que Mobutu avait une armée très forte. Je crois qu'on les appelait des gorilles de Mobutu, sa garde présidentielle. Mais ce que nous avons appris, surtout après 97, c'est que donc Mobutu était en fait ce géant d'argile, ce géant à pied d'argile dont parle la Bible. Il était vraiment très fragile, euh, grand dans les mots, grand dans la stature, mais en réalité, il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas de force. À moins qu'il en parle de cette force qu'il avait de mater ses propres gens. C'est une autre euh, caractéristique de l'armée, du pouvoir de Mobutu. Vous ne pourriez jamais opposer Mobutu sur n'importe quel sujet. Si vous le faites, vous êtes mort. Et il y a en fait une histoire, je crois que c'était peut-être au Katanga, ou peut-être à Lumumbashi, je ne sais pas, une université qui a essayé de manifester pendant le règne de Mobutu. Il a envoyé son armée pendant la nuit. Ils ont tué tous les élèves du lycée, ou c'est pas de l'université, et ils ont nettoyé la place. Au matin, on dirait que c'était un nouveau bâtiment, un nouvel établissement qui s'est établi là-bas. C'était donc un dictateur très sanguinaire, euh, mais alors que dans quelques pays, les dictateurs maintiennent quelques ordres. Je crois que par exemple, on accuse la Chine, au moins du côté du temps de Mao Tse-tung, d'être dictateur, le Cuba de Castro, peut-être la Corée du Nord, l'Union soviétique à quelques degrés, mais ces pays-là, ils avaient une sorte d'organisation, une maîtrise de la situation, et aussi ils cultivaient une sorte de patriotisme dans leurs citoyens, et au point que donc c'est pas n'importe qui pouvait ou qui peut envahir même aujourd'hui ces pays-là et gagner juste marcher à Kinshasa comme on marche dans un parc. Mais ce que nous avons vu lorsque Kabila, du moins le père, il n'a même pas pris les armes. Je crois qu'il a signé un petit contrat avec l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Et ils ont marché depuis l'Est. Je crois que c'est des milliers de kilomètres. Ils ont marché comme dans un parc jusqu'à Kinshasa sans opposition aucune. Pourquoi? Parce que il y avait toujours des ordres, il n'y avait pas de commandement, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de discipline, et c'était juste une marche comme ça. Alors, maintenant, ça a les mêmes implications où l'armée, si vous suivez les informations à l'est du Congo, l'armée ne peut pas se défendre. On a essayé d'amener des mercenaires, on a recruté, du moins, on a recruté le support ou le soutien des armées burundaises, des armées angolaises, souvent les Sud-Africains, mais ils n'ont pas pu éliminer ou maîtriser du moins la situation à l'est du Congo. Pourquoi? Parce que une armée de soutien, ce n'est pas une armée qui veut supplanter l'armée nationale. Mais l'armée nationale, en réalité, n'existe pas. Je dirais, une coquille de l'armée qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de discipline, qui n'a pas d'armes modernes, je pense. Mais aussi, il manque une organisation politique au niveau politique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, pourquoi accuser un homme qui est mort il y a, je crois, 20 ans plus? Je dis personnellement que donc Mobutu a cultivé cet esprit du mobutisme et que donc le Zaïre était une colonie belge pendant, je ne sais pas, quelques décennies,
il est tombé dans les mains de Mobutu qui devrait en fait organiser un État souverain. Mais il n'a pas fait ça. Et il a cultivé parmi les Congolais un esprit de débrouillard, un esprit de désordre, un esprit de caroidise, si vous voulez. Excusez, mais peut-être je vais boire de l'eau. Et c'est là donc où on voit que jusqu'à maintenant, le Zaïre est ingouvernable. On pourrait même résoudre le problème du Congo, de l'Est du Congo 2023, mais il y aura toujours des problèmes à l'Est du Congo, puisque ce que nous avons à l'Est du Congo, il y a du moins des rébellions qui ont quelques revendications politiques, souvent au Congo comme le M23, souvent au Burundi comme le Red Tabara. C'est une rébellion en fait contre le gouvernement burundais. Auparavant, je crois que la rébellion ougandaise de Joseph Kony était donc en RDC. Et puis, il y a une armée, je ne sais pas comment puissante elle est, donc une armée de FDLR ou les forces démocratiques pour la démocratie au Rwanda, pour la libération du Rwanda, FDLR, qui sont en fait la raison pour laquelle Kagame ou l'armée rwandaise veut s'impliquer, du moins d'après ce qu'ils disent. Mais il y a aussi des groupuscules qui n'ont pas de revendications politiques comme telles, des groupes d'autodéfense, par exemple, qui sont tribales. Les Banyamulenge ont probablement leur groupe, les Maïmaï, leur groupe, les Wazalendo, et n'importe quoi là-bas. Et puis, il y a un troisième élément qui sont donc des groupes armés qui sont partis au Congo, ne fût-ce que se procurer des matières, des premières matières dans cette région riche de minerais. Alors, ils s'organisent comme dans des bandes armées, je dirais, mais ils occupent un territoire quelconque et ils essaient d'extraire aussi de minerais que possible. Alors, c'est une situation qui est difficile à maîtriser. Et puis, avec la corruption, je crois qu'il est facile aussi de corrompre, ce n'est pas une autorité supérieure, jusqu'à ce que donc quelqu'un puisse faire n'importe quoi sans même être au radar de Kinshasa. Voilà, c'est ça donc, le moutisme à sa fruition. Alors, Mobutu était heureux parce qu'il n'avait pas d'opposition. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être les gens, ils s'entendaient bien avec le président ou du moins le gouvernement burundais, rwandais à côté. Mais pour l'instant, je crois que peut-être Kabila avait signé des accords avec le gouvernement rwandais et que Tshisekedi n'a pas voulu respecter ces accords. Et je ne sais de quelle nature ils sont. La politique, il y a toujours quelque chose que nous ne connaissons pas. Alors, il y a une hostilité entre Tshisekedi et Kagame, ou du moins le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Et cela va faire qu'il sera difficile de gérer cette situation à l'est du Congo. Voilà. Si vous avez des suggestions, laissez des commentaires. Merci.